Yo les bros, je suis le chef et bienvenue sur Spatule Bro. On se retrouve pour la petite review des 4 premiers épisodes de Hell's Paradise, adaptation du manga à succès du même nom. Manga que j'avais lu le premier tome il y a 3-4 ans quand c'est sorti en France, je sais plus chez quel éditeur. Il me semble que c'est Glénat, mais peut-être que je dis de la merde. Ouais, je me suis même pas renseigné avant d'enregistrer la vidéo. Hashtag professionnel. Et j'avais trouvé ça pas mal du tout, mais je n'avais pas poursuivi à la lecture parce que... Bah parce qu'il y a 150 trucs qui sortent tous les mois et je peux pas tout suivre. Donc, l'adaptation animée est sortie et j'étais foutrement curieux de redécouvrir ça, sachant que vu que c'était il y a 3-4 ans, j'avais complètement tout oublié, à part le délire du gars qui veut pas mourir. Après la suite, j'avais complètement zappé. Donc on va en parler. Oui. Donc j'ai eu 4 épisodes à rattraper d'un coup, et franchement, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais quand même émettre quelques petites réserves parce que je suis un mec chiant, et il y a des trucs dans le scénario qui m'ont fait un petit peu tiquer. Mais cela étant dit, j'ai trouvé ça quand même plutôt pas mal. J'aime bien le concept de base, du côté, le côté un peu récit choral que j'aime beaucoup. Ça me rappelle, bon attention, hein, comparaison n'est pas raison comme on dit, mais ça me rappelle un peu le délire de Baki. Pourquoi je dis ça? Alors évidemment parce qu'on nous présente des combattants avec des techniques et des spécificités différentes, mais il y a le côté petit flashback pour présenter le personnage, pour présenter comment il se bat, et pour présenter un peu d'où il vient et pourquoi il est là, tout en étant dans l'action en même temps. Ça me rappelle un peu la structure qu'on peut retrouver dans Baki ou dans les trucs du genre Baki. Valkyrie Apocalypse, c'est un peu le même délire, hein, c'est Baki avec la mythologie. Voilà. Donc, j'aime bien le délire déjà du personnage principal, Gabi Maru, qui est plutôt sympathique. Surtout pour l'épisode, il était vachement bien quand même dans le délire. Oui, enfin vachement bien, mais même si on a compris assez vite le délire. Dans le sens, il dit ah je veux mourir, mais en fait à chaque fois il survit, donc du coup en fait on comprend qu'en fait il a pas vraiment envie de mourir. Donc il n'y avait pas besoin forcément de faire traîner ça jusqu'à la fin de l'épisode pour qu'on se dise oh non, plot twist, en fait il avait pas vraiment envie de mourir. Là où réside vraiment le plot twist, c'est la raison pour laquelle il ne veut vraiment pas mourir. La révélation comme quoi, en fait, il parlait mal de sa femme. Mais qu'en réalité, s'il veut pas mourir, c'est parce qu'il aime sa femme, parce que sa femme, en fait, était une rejetée, et puis du coup, il l'a acceptée, et puis du coup, elle l'a accepté aussi, et du coup, elle lui donnait un petit peu de bonheur, elle lui montrait qu'il n'y avait pas besoin d'être un tueur tout le temps, et que les choses simples de la vie étaient suffisantes, en fait. Donc j'ai bien aimé ce retournement de situation. Bon, j'ai un peu bloqué sur la cicatrice de sa femme. On dirait clairement un phallus. Donc ça m'a fait un peu sortir du truc. Mais l'histoire de lui qui trouve sa femme et puis qui essaye en fait finalement, qui a pas essayé de se barrer parce que sa femme l'ennuyait, mais qui a essayé d'offrir à sa femme une autre vie que d'attendre tranquillement dans un village de ninjas de psychopathes. Et qu'en fait c'est pour ça qu'il a été piégé et qu'il a été débarrassé, qu'on a essayé de se débarrasser de lui. Ça remet le personnage en perspective à la fin de l'épisode en disant en fait on pensait que c'était un bâtard juste en mode edgelord qui veut se suicider en mode émo et tout ce que tu veux, mais en fait non c'est pas ça, c'est que il a essayé de rationaliser son échec en fait. En train de dire bon j'ai voulu essayer de changer de vie, j'ai pas réussi, bon nique sa mère tuez-moi. Bon par contre je trouve un petit peu abusé ses capacités quand même. Alors je sais que les ninjas, bon là on est dans un anime, dans un manga donc c'est fantastique, mais quand même le gars il résiste aux flammes, il résiste aux sabres, il résiste à tout ce qui existe en fait. Mais une meuf entraînée avec un katana peut le couper. Et tu te dis mais c'est bizarre quand même. Qu'est-ce qui se passe? À moins que tu me sortes qu'il y a une espèce de naine dans leur univers ou quoi que ce soit, c'est ce qui est peut-être le cas. C'est quand même très très bizarre. Et vous avez pas essayé de le noyer le gars? Parce que je veux bien que ça soit un putain de ninja, mais au bout d'un moment, tu le laisses 3 heures dans la flotte, je pense qu'il meurt. Hein. Les mecs, ils ont tout essayé, sauf de le noyer, enfin bref. Donc ça, c'était un petit peu... Alors, je comprends, en fait, ce que le but allez, on va dire des 3-4 premiers épisodes, ouais, on va dire des 4 premiers épisodes, le but, c'est quand même de montrer que le personnage est badass. Voilà, on te fait monter la sauce, je suis badass, il est hyper badass, non mais là, cette fois-ci, il sera pas assez badass. Bah en fait, si, il est encore plus badass. Et puis, il y a que quand il arrive face au monstre qu'il est un petit peu blessé et qu'il passe en mode serious, et du coup, il paraît encore plus badass. Donc d'accord, la course à la badassité, c'est cool, c'est stylé, mais des fois, c'est quand même un petit peu abusé. Et il y a des scènes, du coup, des contextes qui deviennent un petit peu absurdes. C'est-à-dire, c'est un contexte... la scène dans un contexte... Comment expliquer ça?
Genre, je parle par exemple du second épisode, si je dis pas de bêtises. Dans le second épisode, quand ils rassemblent tous les condamnés à mort dans une tente, là, et puis avec le shogun, ils leur font le topo, ouais, genre, oui, alors on vous a sectionné ici parce que vous avez une chance d'aller sur l'île paradisiaque ou je sais pas quoi, pour ramener l'élixir de vie, mais comme vous êtes trop nombreux et qu'il n'y a pas assez de superviseurs, je vais revenir sur le superviseur aussi, que je trouve un peu débile. Comme il n'y a pas assez de superviseurs, et ben vous allez vous entretuer. Et ceux qui survivront, bah, ils iront sur l'île, ils auront une chance de choper leur amnistie. Alors je dis ok, très bien. Sauf que 2 secondes après, il y a le shogun, il fait « Eh dis donc, c'est lesquels qui ont des marques rouges pour montrer qu'ils sont méga balèzes et qu'ils ont des capacités surhumaines ?» Et le mec lui apporte la liste, et il dresse la liste, le gars. Je fais « Mais les bandes de bâtards, si vous avez déjà la liste des mecs les plus forts, pourquoi vous sélectionnez pas juste les plus forts en fait ? Au mieux de perdre le temps à tout le monde. Parce que la scène devient... À partir du moment où tu as cette information, toute la scène, la mise en scène, devient complètement absurde, en fait. Donc, je comprends pourquoi cette scène est là, c'est pour montrer que les personnages sont badass, mais dans le contexte de l'histoire, c'est débile. Ça devient un peu absurde. Ensuite, il y a ce côté, vas-y, on va vous mettre les exécuteurs avec vous, on les envoie avec vous, et puis si jamais vous respectez pas votre mission, ils vont vous tuer. Mais j'ai envie de dire, mais enfin, le but d'envoyer des mecs condamnés à mort, c'est de pas gaspiller des ressources, en fait. Alors que les condamnés à mort, t'en auras toujours, mais les exécuteurs qui mettent des années à être formés pour être des spécialistes du sabre et tout, tu les remplaces pas comme ça, en fait. Donc pourquoi tu les envoies sur une île où ils ont un bon 90% de chance de pas revenir? J'ai pas compris le délire. Pareil, j'ai trouvé ça, cette règle absurde. Pareil, elle arrive sur l'île avec Gabimaru, elle fait non, par contre tu restes attaché. Et j'ai dit quoi? Vous allez sur une île, vous savez que que l'île est hostile. Parce que l'île, en vrai, l'île, on va pas se mytho, c'est le continent caché dans Hunter x Hunter. Hein. C'est un délire comme ça. Ou l'île... mais comment s'appelle cette île? L'île du crâne dans King Kong. C'est ce délire-là, Skull Island, là. On est dans le même délire, avec une faune et une flore complètement tarées, avec des créatures... bon, il y a un petit côté aussi fantastique, vraiment, parce qu'il y a vraiment des espèces de démons qui traînent sur l'île. Ils savent qu'il y a ça, et ils disent « Non, mais tu vas rester attaché, tu vas trouver l'élixir, et puis voilà, mais pourquoi vous emmerdez à envoyer des mecs condamnés à mort? Autant envoyer directement... Au pire, vous envoyez soit que les condamnés à mort, soit vous envoyez que les exécuteurs méga balèzes au sabre. Pourquoi vous envoyez les deux en même temps, et les deux se tirent dans les pattes en même temps? Du coup, c'est absurde de rajouter des règles complètement absurdes. Alors, à un moment donné, dans l'épisode 3, on a l'explication, mais l'explication me semble un peu légère. Alors, l'explication, c'est que de toute façon, si les condamnés à mort n'y arrivent pas, c'est pas grave. De toute façon, le shogun a contacté les ninjas d'Ishimaru, je sais pas quoi là, les ninjas du même clan que Gabimaru. Donc ils vont venir sur l'île de toute façon, et au pire, tant que pour les exécuteurs, ben ils sont là en fait, c'est une épreuve pour eux, ceux qui reviendront vivants, et ben ils auront une chance de devenir le nouvel chef du clan. Le nouveau chef du clan. On va dire, ouais d'accord, c'est un peu... Enfin, je veux dire, c'est hostile comme plan là, c'est débile. C'est débile, je vois pas en quoi faire en sorte d'éliminer 90% de tes effectifs va faire en sorte que ça augmente la puissance de ton clan. En fait, du coup, la justification est bizarre et les règles sont bizarres. Surtout que les règles imposées sautent quasiment tout de suite après. Parce qu'on voit directement que de toute façon, les assassins, les condamnés à mort qui ont survécu à la première vague de monstres sont a priori plus balèzes que les exécuteurs. Donc là, ça devient... C'est juste ce contexte-là, le contexte des règles, devient débile. Alors, je comprends dans la construction de l'histoire à quoi ça sert, mais c'est juste que quand tu te poses 2 minutes et que tu réfléchis au sens du truc, la suspension consentie de crédulité, ça marche pas qu'au cinéma, ça marche aussi dans toute histoire, en fait. Tu dis, ouais, ça n'a aucun sens, là, ton délire. Là. Oui, après, c'est peut-être moi qui chipote pour rien, comme d'habitude, mais quand même, ça m'a fait tiquer, il y a plein de trucs qui m'ont fait tiquer. Oui. Donc oui, on est à la fois sur un espèce de récit fantastique, avec des ninjas, des samouraïs et des démons, mais en même temps, on est aussi dans un survival horror, un survival game, où on va suivre différents personnages avec chacun leur objectif, leur ambition, leur motivation, qui vont devoir se débatouiller avec un objectif commun. Enfin, un objectif, t'as compris, il y a l'objectif personnel, puis il y a l'objectif qui te mène à ta quête, t'as bien compris. Et on va un peu suivre un petit peu chacun le bout de leur vie, et comment ils vont s'en sortir, comment ils vont affronter ça. Et je trouve ça plutôt intéressant, j'aime la structure du délire. C'est assez prometteur. Niveau animation, Studio Mappa, encore une fois, se sont pas foutus de la gueule du monde. C'est plutôt très stylé. L'opening, ending aussi sont très sympathiques, les musiques sont très sympathiques. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Bon, c'est juste, il va falloir expliquer un peu comment fonctionnent les pouvoirs de Gabimaru, là, parce que le gars, il balance des flammes, il résiste aux attaques et tout.
Voilà, expliquez-nous. Sortez-nous un naine ou un chakra dans votre histoire, juste pour expliquer. Parce que là, des fois, je comprends plus les capacités physiques des uns et des autres, je comprends plus. Donc, expliquez-nous juste ça, et après on est bon. Oui. Alors, j'ai bien aimé aussi le côté développement de personnage, évidemment. Bon, déjà, le personnage de Gabimaru, qui est toujours perdu entre être un assassin froid et sanguinaire et complètement taré, et se tourner un peu vers la lumière, tendre sa main aux autres, se montrer un petit peu vulnérable. Ça, j'ai trouvé ça plutôt bien fait. J'aime le parallèle avec l'exécutrice, j'ai oublié son nom, je suis désolé, comme d'habitude. Avec l'exécutrice qui essaye, bon pareil, par contre, je trouve que l'exécutrice, alors elle est intéressante, mais c'est un peu inconstant de la manière dont elle est écrite. C'est-à-dire qu'au début, tu la vois, elle a l'air sûre d'elle, et de maîtriser son art et tout, mais même en difficulté, Gabimaru, qui quand il se fait libérer, doit se battre plus ou moins sérieusement contre elle. Et puis juste après, en fait, non, en fait, je suis pas sûr de moi, en fait, je suis pas fan de mon boulot, j'y galère, je subis un peu la vie. Tu dis, ah d'accord. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'au contact de Gabimaru, qui lui-même est en train d'accepter sa vulnérabilité, elle se rend compte qu'il faut elle aussi qu'elle accepte sa vulnérabilité pour devenir plus fort. Alors que Gabimaru, il croit que sa vulnérabilité le rend plus faible. Donc j'aime bien le rapport entre les deux qui est plutôt intéressant, et à un moment donné, elle dit quand même un truc que j'ai trouvé très très bizarre. Elle dit, quand ils arrivent sur l'île, elle dit, c'est vrai que j'arrive pas à le cerner. Alors que dans l'épisode 1, elle lui dit, non mais moi je t'ai cerné, bah elle dit pas, je t'ai cerné, elle dit pas ces mots-là, mais c'est ce qu'on comprend. Elle fait, bon bah tu sais, ça fait des semaines que je t'étudie, que je te pose des questions et que j'écris des trucs dans mon carnet de notes, et en fait, j'en arrive à la conclusion que je t'ai compris, c'est-à-dire qu'en fait, tu veux pas mourir parce qu'en fait, t'es amoureux de ta femme. Et tout d'un coup, elle fait, non mais j'arrive pas à le cerner. Je fais, ouais, faut savoir, soit elle a réussi à le cerner, soit elle a pas réussi à le cerner. Faut un petit peu savoir. Et du coup, je trouve ça bizarre que le personnage de l'exécutrice, qui avait été d'abord présenté comme espèce de légal de Gabimaru, et tout d'un coup, relégué au rang de novice, et un peu de, avec des guillemets, mais un peu de demoiselle en détresse. Tout d'un coup, elle devient le boulet, elle devient inutile. Alors que de base, c'était quand même elle qui avait sorti Gabimaru de sa torpeur, et qui l'avait vraiment guidé. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, j'ai trouvé ça assez inconstant pour le coup. Mais bon, on va voir où c'est que ça va nous emmener. Oui. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Bah franchement non, hein, les scènes de bagarre sont plutôt pas mal. Donc juste encore une fois je répète, expliquez-nous que vous avez un N parce que sinon ça va me poser problème à un moment donné. Je sais qu'on est dans un animé, je sais qu'on est dans un manga, mais quand même, va falloir expliquer que l'autre il crache des flammes, on sait pas comment, on sait pas pourquoi. Très curieux de découvrir un peu plus sur le lore et la mythologie de cet univers où il se retrouve, hein, de cette île où il se retrouve, avec des espèces de monstres bouddhistes, taoïstes et tout, très très bizarres, qui me fait penser un peu à Gantz dans le délire. Cette faune et cette flore totalement effrayante, délirante de fou. J'espère qu'il va y avoir une explication, sans vraiment rentrer trop dans l'explication, mais qu'on ait un petit début d'indice de qu'est-ce que c'est les histoires. Et je suis sûr qu'à un moment donné, ils vont rencontrer des espèces de démons qui vivent sur place, mais qui sont plus ou moins humanoïdes, qui sont plus ou moins humains, qu'il va y avoir des méga-boss et tout. Parce qu'on voit qu'il y a des statues, donc il y a certainement une ancienne civilisation. Est-ce que l'île a été maudite? Est-ce que c'est un truc un peu science-fiction, genre en fait c'est une entrée vers un autre univers, une connerie comme ça? Je ne sais pas. Le mystère reste entier, mais j'aime beaucoup le mélange des genres fantastiques, Japon médiéval, tout ça. Enfin médiéval, ça n'a pas l'air si ancien que ça quand même. Féodal, on va dire, plutôt que médiéval. Donc j'aime bien. Pour l'instant, j'aime bien. Je trouve que ça aborde pas mal de sujets plutôt intéressants. J'aime le délire... J'aime le délire un peu choral à la Baki, j'aime l'univers au continent caché d'Hunter x Hunter ou de Toriko, hein, ça marche aussi. Voilà, je suis très curieux de voir ce que ça va donner. La violence, bien que assez censurée quand même, ne l'est pas trop, c'est-à-dire qu'on comprend que c'est violent. On voit un peu de boyau, on voit beaucoup de sang, on voit beaucoup d'hémoglobine, on voit des personnages assez durs et sans pitié. Donc voilà, j'avais un peu peur quand même, parce que je me souviens du premier tome à peu près que c'était assez violent. Donc là, la violence est plutôt respectée, voilà. Elle est atténuée, mais pas effacée, c'est ce que je veux dire. Donc on comprend que c'est violent, on comprend que c'est sale, on n'est pas là pour déconner, ça j'aime bien. Voilà, donc très très curieux de voir la suite, parce que, franchement, encore une fois, ça m'a l'air plutôt original et plutôt intéressant comme délire. Voilà. Vous me dites dans les commentaires si vous voulez qu'on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. Hein, je pense qu'on le fera quand même, de toute façon je sais que vous serez contents, mais vous me le dites dans les commentaires, ça fait plaisir. Un petit pouce bleu, et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.